toutes et tous, soyez les bienvenus dans votre émission Sport Planète. C'est déjà le 20e numéro aujourd'hui, 20e numéro qui marque la fin de la deuxième saison de votre rendez-vous pour un sport plus responsable, plus vert, plus éthique. Et on a un gros programme pour vous aujourd'hui. Voici le sommaire. Le cordage est la partie d'une raquette qu'il faut le plus souvent changer parce qu'il est usé ou que celui qui joue avec est un peu trop énervé. Technifibre a décidé de travailler ce cordage usagé pour en faire des t-shirts. Lou Adler va nous en parler. Il aime la randonnée, seul au milieu de nulle part. Après avoir traversé la France du nord au sud, il va marcher cet automne sur les glaciers pyrénéens dont la survie est un petit peu condamnée. Il est l'un des nouveaux éco-aventuriers Sport Planète. Florian Fiquet est avec nous. Et après 20 émissions Sport Planète, nous avons eu envie de voir ce que nos invités sont devenus. On vous parlera de 5 projets qui ont particulièrement évolué depuis leur passage sur notre plateau. Pour cela, on est ravis d'accueillir Patrick Vatrin pour l'Hexacup et Ludovic Francéchet, notre célèbre éboueur coloré. J'aime bien l'idée de mettre un petit peu de couleur aussi dans cette émission. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup et d'avoir répondu à notre invitation pour ce 20e numéro de Sport Planète. Déjà, le temps passe. On va débuter avec vous, Laure Adler, oui. J'aurais pu, mais c'est Lou Adler, responsable RSE de la marque Technifibre, une marque qui appartient au groupe Lacoste. Vous êtes aussi une ancienne joueuse de tennis, donc vous savez particulièrement que des raquettes, on en use souvent, des cordages aussi. Vous succédez d'ailleurs sur ce plateau à Paul-Henri Mathieu qui était là sur la dernière émission. Est-ce que, d'ailleurs, première question, le monde du tennis, vous diriez qu'il est aujourd'hui un petit peu plus en phase avec cette écologie, cette planète qu'il faut préserver peut-être un peu plus qu'avant? Écoutez, je l'espère. En tout cas, on fait tout pour. C'est sûr que par rapport aux sportifs qui pratiquent des sports en extérieur et qui sont plus directement en contact avec la nature, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est encore un petit peu plus importante que sur les sports individuels et en intérieur. Mais oui, il y a de plus en plus de signaux et je pense que heureusement qu'on est de plus en plus nombreux à pratiquer les sports de raquettes, à avoir conscience de ces enjeux. Alors, on va parler de Technifibre, spécialiste du cordage, je le disais. Peut-être quelques mots sur la marque d'abord et puis sur son engagement éco-responsable qui, là aussi, prend de l'ampleur. Oui, tout à fait. Alors, on est une marque française spécialiste des sports de raquettes. Donc, ça veut dire qu'on conçoit, produit et commercialise dans plus de 80 pays tout l'équipement qui est nécessaire à la bonne pratique du tennis, du squash et du paddle. Donc, il s'agit de raquettes, bien sûr, de balles, de sacs, de textiles et de cordages. On a effectivement été créé suite à une innovation technologique sur le cordage multifilament en 1979. Donc, ça commence à dater. Vous le disiez en introduction, on a été racheté par Lacoste en 2017. Et peut-être ce qui nous distingue ou ce qui nous caractérise, c'est que par rapport à nos concurrents qui sont un peu des mastodontes, on a un fonctionnement qui est vraiment à taille humaine. Donc on est la Players Company, c'est-à-dire qu'on est tous joueurs chez Technifibre, que ce soit sur le terrain ou dans l'âme. Et surtout que chaque individu, chaque personnalité a vraiment un rôle central à jouer dans notre performance collective. Et notre objectif, c'est de fournir le bon produit au joueur, adapté à ses besoins et lui permettre de développer son plein potentiel. Donc effectivement, on est conscient des enjeux sociétaux actuels. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint Technifibre pour enclencher cette démarche sociétale volontariste. Donc on a commencé ce travail par une mesure de notre empreinte carbone. On a bénéficié du dispositif Décarbone Action de l'ADEME et on a vu vraiment cette première mesure d'empreinte comme un point de départ pour enclencher un plan d'action sociétal. Et effectivement, Xloop, dont on va parler un petit peu plus précisément aujourd'hui, c'est le premier produit qui découle de cette réflexion. Alors, ce produit dont vous allez nous parler maintenant, effectivement, il veut répondre à la question, notamment parce que chez vous, le textile, c'est peut-être la partie qui est la plus consommatrice en carbone. Et vous avez voulu finalement prendre cette histoire de Technifibre avec les cordages et la transformer en futur de vos produits, non ?
Ouais, c'est exactement ça. Donc effectivement, à la base, notre cœur de métier, c'est vraiment le cordage. Donc ça faisait sens de lancer cette démarche RSE via ce produit qu'on connaît très bien. Et comme vous le disiez, le textile, alors à périmètre comparable, c'est pas la catégorie la plus polluante chez nous, mais à périmètre comparable, c'est le cas. Donc ça faisait sens d'aller vers cette catégorie qui en plus a vocation à prendre de plus en plus de place chez Technifibre. Et donc X-Loop, en un mot, c'est le premier t-shirt technique qui est 100% recyclé et recyclable et donc qui est issu de cordage en polyester de tennis usagé. Alors, on fait une petite expérience. Comment on transforme un cordage usagé en t-shirt? Alors, la première étape déjà, c'est qu'il faut jouer au tennis. Et donc pour jouer au tennis, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une raquette. Avec celle-ci, c'est compliqué du coup. Voilà, on a besoin d'un cordage. Alors ensuite, effectivement, il faut corder cette raquette. Et quand on est joueur de tennis et qu'on joue beaucoup, eh ben on est amené à casser. Donc ça donne à peu près ça. Bon, alors là, on a coupé toutes les cordes, hein, évidemment, mais on en casse une et voilà ce que ça donne. Alors la première étape, parce que vous allez voir que X-Loop c'est plus que finalement un t-shirt et c'est plus qu'un produit, la première étape c'est de récupérer donc, tout ce cordage-là. Donc nous on a mis en place un système de collecte. Donc on travaille avec 20 magasins partenaires en France qu'on a équipés de collecteurs pour justement récupérer ces chutes de cordage. On travaille avec notre fournisseur aussi qui est dans le nord de la France, Cousin, pour récupérer les chutes de production. Et également, on va utiliser les tournois sur lesquels on est partenaire. On va commencer par l'ATP 1000 de Monte-Carlo pour récupérer, encore une fois, ces cordages lors des tournois. Donc là, ça représente, c'est moins important d'un point de vue peut-être volume. En revanche, c'est intéressant parce que d'un point de vue public, on touche un public un petit peu différent, donc à la fois le grand public et les joueurs professionnels. Donc ça, c'est la première étape. On récupère tout ce cordage qu'on broie via une broyeuse, un broyage mécanique à Feucherolles, là où on est situé, pour obtenir des copeaux de cordage un petit peu plus... Est-ce qu'on peut décaler un tout petit peu les raquettes pour qu'on voit bien les images? Voilà, regardez. Donc ce cordage, il est tout en bas du pot. Hein, Exactement. On le découpe en tout petits morceaux. On le découpe en tout petits morceaux via un broyage mécanique. Ensuite, nous, on l'envoie à notre partenaire espagnol Infinite Athletics. Donc l'objectif d'Infinite Athletics, c'était vraiment de créer un produit qui soit totalement circulaire et donc de renverser un peu le paradigme linéaire dominant dans l'industrie textile, où finalement, on va chercher des matières qu'on transforme, qu'on utilise de manière restreinte et qu'on jette ensuite. Et donc, une fois qu'ils ont récupéré ce cordage, il est transformé via un recyclage chimique en petites billes. Ces petites billes, par le processus qu'on appelle filage, elles sont transformées en fils. Et ensuite, là, c'est la suite un petit peu classique des étapes de production de textile pour obtenir donc, du tissu et de magnifiques t-shirts. Voilà, qu'on voit ici, en bleu et en vert. Les deux premiers de la gamme commercialisés, je crois, depuis début mars. Exactement. Il y en a 2 autres qui arrivent d'ici l'été. Exactement, voilà, vous savez déjà tout. 4 références. Hommes et femmes? Hommes et femmes, bien sûr. Vous jouez au tennis par ici ou pas? Il y a longtemps, j'ai joué au tennis un petit peu. On cassait des raquettes? Casser les cordages. C'est mieux, effectivement. La suite, c'est quoi? Est-ce que c'est rapatrier toute cette reconstitution en France? Est-ce que c'est travailler aussi sur les coloris peut-être plus éco-responsables aussi dans la fabrication? Alors, on a plein de projets. Après, c'est vrai que chez Technifibre, on aime bien d'abord faire et puis ensuite raconter une fois que c'est fait. Mais je dirais que notre premier objectif, il est vraiment au niveau de la collecte. Parce qu'aujourd'hui, sur un t-shirt comme ça, on a 50% de la matière qui vient effectivement de ce cordage qui est recyclé. Ça correspond à 4 cordage de raquettes de tennis et 50% qui vient de polyester recyclé labellisé GRS. On n'est pas limité par nos capacités de production, mais plutôt par notre capacité de collecte. Ouais, et donc encore une fois, on ne récupère pas juste les cordages de Technifibre, on récupère les cordages de la filière. Et donc c'est vraiment notre objectif premier à court terme.
Voilà, donc l'objectif d'avoir plus de cordages qui vous reviennent, peut-être par des organismes qui sont spécialisés là-dedans. On pense à Écologique notamment, qui récupère du matériel sportif usagé avec lesquels vous essayez de travailler aujourd'hui. Exactement. On adorerait pouvoir travailler avec cet expert. Nous, c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier chez Technifibre. On est vraiment une marque, donc on est amené à produire un certain nombre d'équipements. Et de la même manière que Écologique et la Fédération sont capables de travailler pour des opérations telles que les balles jaunes, nous, on est, en tout cas chez Technifibre, vraiment dans cette volonté de travailler ensemble et de collaborer. Donc on a répondu à un premier appel à projet qui n'a pas fonctionné avec Écologique. Maintenant, on n'a pas baissé les bras, on s'est organisé en interne et on a lancé cette première collecte. C'est sûr que pour prendre de l'ampleur et faire quelque chose d'encore plus significatif, on adorerait être accompagné par eux. Ouais, en tout cas, dans le cadre de la grande collecte dont je vous reparlerai dans un instant, ça pourrait être une idée, effectivement. Dernière question, rapidement, il y a des joueurs pros qui mettent le t-shirt ou pas encore ? Alors pas encore. Il faut savoir que chez Technifibre, on ne sponsorise pas encore de joueurs pour la partie textile avec du Technifibre. Donc on a été effectivement racheté par Lacoste. Donc la plupart de nos joueurs sont Technifibre au niveau des raquettes et du cordage et Lacoste sur la partie textile. Maintenant, on ne serait pas contre avoir une ambassadrice ou un ambassadeur qui partage ces mêmes valeurs que nous. Ils ont été testés en interne puisque vous jouez tous au tennis. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Lou, vous restez bien sûr avec nous et vous n'hésitez pas à intervenir sur ce plateau, mais il est l'heure déjà de vous présenter l'invité du 7e numéro du podcast Vent debout. Ce mois-ci, Sylvain Palais a choisi de traiter le sujet du slow tourisme et je pense que ça va intéresser notre invité qui va intervenir juste après, Florian Fiquet. Le slow tourisme, c'est voyager plus doucement et peut-être souvent un peu moins loin. Et c'est Jeanne Lepoix qui est l'invitée de ce podcast. Elle est graphiste, elle est surtout addicte de nature. Extrait. Vous les avez vus tout l'été sur Instagram, ces aventuriers à vélo, sacoche remplie, équilibre optimisé, cheveux au vent, et ce petit mantra en description presque impertinent. Pas besoin de prendre l'avion pour voyager, l'aventure commence quand tu claques la porte de chez toi. Ces influenceuses et influenceurs proposent une autre vision du tourisme, plus lent, plus local, et bien sûr moins émetteur de CO2. À l'exact opposé des plages de sable blanc, du hublot de l'avion et des pina coladas, les adeptes du slow travel nous proposent du train, du bivouac en forêt et de l'aventure à vélo. Il était tout naturel pour explorer la thématique du tourisme et du sport d'aller à la rencontre de Jeanne Lepoix, qui contribue à populariser le voyage à vélo, et pas n'importe lequel, le voyage en famille. Vous l'entendrez d'ailleurs, sa fille Zoé s'est un petit peu incrustée dans l'épisode. Et le prochain voyage, tu sais déjà ce que ça va être ? Le prochain voyage, c'est-à-dire, parce que moi, en fait, je considère que là, on voyage déjà, tu vois. Moi, je sais jamais c'est quand le prochain voyage, parce que là, typiquement, sur un coup de tête, je sais que la semaine prochaine, la nounou est en vacances. Lundi, mardi, je sais que je suis juste avec Zoé. Je sais pas, selon la météo, je peux me dire déjà, on va se faire un voyage. On va aller à Chartres en vélo et on va rentrer et on va camper au camping de Chartres et on va revenir. Mais déjà, ça, pour moi, c'est un voyage, mais je peux pas le prévoir. C'est donc en parcourant les forêts du 78, avec été et en famille, que nous avons exploré la question du tourisme, mais aussi de la parentalité, de la sobriété et de l'influence sur les réseaux sociaux. Et puis cette question qui nous brûlait les lèvres, est-ce que le tourisme durable, ça existe ? Heureusement, nous avons rencontré le spécialiste de la question, Rémi Knafou, qui nous a emmenés très très loin sur les origines du tourisme occidental pour nous faire atterrir sur cette question un petit peu gênante pour les amoureux des grands espaces que nous sommes. Ne vaut-il pas mieux partir au Club Med que d'explorer la nature à tout prix ? Réponse dans l'épisode 7 de Vent debout, et tout de suite, un petit extrait. En fait, c'est à l'issue du le premier voyage avec Zoé, forcément, on est parti avec des inquiétudes. On savait pas si ça allait lui plaire. On s'est mis l'option de rentrer si ça n'allait pas. Et pour moi, j'aime bien dire que le plus beau souvenir, c'est le réveil chaque matin dans la tente où j'ai toujours en image son sourire quand elle se réveille entre nous deux dans la tente. Et ce sourire, ça signifiait beaucoup parce qu'en fait, ça voulait dire qu'on s'était pas trompé et qu'elle était au bon endroit, au bon moment avec nous. Et c'est de la voir assise là dans sa petite gigoteuse trop rigolote, à nous sourire. Elle se réveillait avant nous et elle était là au milieu de nous deux avec un sourire un peu béat. Et pour moi, ça paraît tout bête et tout simple, mais c'est un des plus beaux souvenirs en tout cas de ce premier voyage, et je crois de tous les voyages que j'ai pu faire.
Jeanne Lepoix et Rémi Knafou, qui est géographe, qui sont au menu de Vent debout à retrouver sur toutes les plateformes. Petite réaction, Florian, je vous ai entendu réagir pendant cet extrait. Non, ça me parle beaucoup, ces sujets-là de slow tourisme, même la phrase qui dit « on n'est pas obligé de partir au bout du monde en avion pour vivre une aventure ». C'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et je sais que Vent debout, c'est un podcast super intéressant aussi, donc je me réjouis d'écouter l'épisode parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. En tout cas, celui-là, il vous était presque dédié. C'est le moment de vous donner la parole, c'est la partie éco-aventure. Florian qui est donc membre de la nouvelle promo des éco-aventuriers Sport Planète, également blog-trotteur de la région Occitanie pour cette année 2024, fan de rando depuis toujours, des études de sciences politiques quand même, et finalement c'est grâce à ces études et là où elles vous ont emmené qu'est venue cette nouvelle finalement aventure, cette éco-aventure. Oui, c'est ça. En fait, mes études, donc j'ai fait une licence de sciences politiques, ensuite un master de relations internationales, ça m'a emmené en Suisse. Moi, j'étais toujours intéressé par les questions internationales, géopolitiques. Et rapidement, je me suis mis à travailler dans des ONG, en Suisse beaucoup, ensuite en Jordanie, toute l'année 2022. Et en fait, toutes ces années-là, je n'étais plus en France. J'étais un peu dans une spirale qui était très intéressante, parce que c'est des sujets qui m'importent, de travailler dans des ONG. Mais j'ai eu un petit déclic, en fait, en étant en Jordanie, qui est un pays magnifique pour le travail, toute l'année, on se rend compte qu'il y a un manque un petit peu de nature, un manque de verdure, parce que c'est au milieu d'un désert. Et il y a eu un petit déclic où je me suis dit, peut-être j'aimerais bien faire une petite pause aussi, prendre du temps pour moi, revenir en France, parce que ça fait quelques années, et me recentrer sur des problématiques et des sujets, sur la nature, sur la France et sur l'écologie notamment. Et là, vous découvrez l'Hexatrek. Racontez-nous un peu ce que c'est et comment vous avez fait le vôtre d'ailleurs. Alors l'Hexatrek, c'est un sentier, disons un itinéraire qui a été créé il y a 2 ans en France, en fait, qui fait 3000 km, qui part des Vosges à la frontière allemande et qui finit au Pays Basque, à Hendaye, donc au bord de l'océan Atlantique. Et en fait, l'idée, c'est de traverser la France par les montagnes. Donc en fait, on fait les Vosges, le Jura, les Alpes, on remonte sur le Vercors, on passe le Rhône, on passe les Cévennes, les Grands Causses et les Pyrénées. Et moi, quand j'ai eu connaissance de cet itinéraire-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Je veux ça. Moi, je suis passionné de rando, je suis passionné justement de cette idée de slow travel, en fait. Et l'idée, c'était de vivre une aventure incroyable en France et montrer qu'on peut le faire. Et du coup, je me suis lancé sur cet Hexatrek il y a presque 1 an, le 28 mai 2023. Et après 137 jours de marche, j'ai terminé l'Hexatrek et effectivement, c'était une aventure... c'était l'aventure de ma vie, quoi, et en France. Donc c'est vraiment la preuve qu'on peut faire ça à la maison, quoi. 2034 km, 136 000 mètres de dénivelé entre Wissembourg et Hendaye. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a alerté pendant ce voyage? Alors en fait, j'avais mis aussi une thématique liée, comme je vous ai dit, moi je voulais faire un voyage, je voulais un peu me retrouver, mais je me suis dit, c'est parfait pour parler d'écologie, parler de changement climatique. Et donc l'idée, c'était de traverser la France à pied en constatant de mes propres yeux, de manière non scientifique, l'impact du changement climatique en France et aussi en pouvant rencontrer des acteurs écologiques sur le chemin. Donc il y a eu des rencontres très inspirantes, il y a eu des constats aussi assez alarmants, assez directs en fait. Le premier, c'est la sécheresse. Quand on marche en France, en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème de sécheresse. L'année dernière, quand j'ai commencé, donc en mai 2023, dès les Vosges, il y avait une sécheresse. En fait, ça a été le fil rouge de ma marche. Et en tant que randonneur, je peux vous dire que la sécheresse, on la voit très rapidement. Quand on veut remplir sa bouteille d'eau, quand on repère sur la carte un village ou une rivière et qu'en fait la rivière est à sec, la fontaine est vide, et bien là on se dit mince, en fait la sécheresse, ça peut devenir très rapidement problématique, quoi. Donc ça, c'était une chose que j'ai remarqué. Une autre chose peut-être, et c'est le lien aussi avec mon éco-aventure dont on va parler après, c'est qu'en traversant la France par ces montagnes, j'ai pu me rapprocher des glaciers. C'est quelque chose qui me fascinait depuis toujours, les glaciers. Je trouve qu'ils sont incroyables. Enfin, c'est magnifique, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est très fragile. Et le fait de pouvoir me rapprocher des glaciers, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, j'ai même pu marcher sur certains. Et ça a été un déclic aussi pour moi. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a quelque chose avec ces glaciers qui sont en train de disparaître, ces géants de glace.
Et moi, ça m'a beaucoup ému et j'ai voulu m'investir là-dedans pour plus tard. C'est un symbole très fort du réchauffement climatique, en fait. Et donc, ce sera le thème de la prochaine éco-aventure avec Maïf à partir de cet automne-là. Voilà, c'est ça. Moi, je vais commencer mon éco-aventure, du coup, le 1er septembre. Et la thématique de cette éco-aventure, c'est effectivement de marcher dans les Pyrénées pour relier les glaciers des Pyrénées à pied. Avec des actions particulières sur le chemin? Oui, en fait, il y a... Donc, moi, l'éco-aventure fait 300 km d'ouest en est. Les glaciers sont répartis dans les Pyrénées sur 300 km. Et donc, l'idée, c'est de les relier à pied pour en parler, pour sensibiliser, en partageant beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et comme activité, il va y avoir... moi, j'ai envie, justement, j'ai repéré 3 refuges. Je pense que c'est assez pertinent à faire. Il y a 3 refuges qui sont face à des glaciers ou à des glaciers qui ont disparu. C'est ça qui est intéressant. Et j'aimerais faire des petits ateliers ou des petites expositions, utiliser des photos d'archives d'il y a quelques années face en fait, au glacier. Donc on aurait la photo d'il y a quelques années et le glacier actuel, voire même ce qui reste, les restes du glacier actuel, et que les gens puissent voir, comparer un petit peu. Je pense que c'est super pertinent pour comprendre l'impact. Ouais, et puis ça peut être assez marquant, effectivement. Ludovic, je vous vois réagir, aller peut-être récupérer certains déchets sur les glaciers, ça pourrait être une idée aussi, non? Ah mais carrément, mais il est passionnant ce monsieur. Ouais, je pensais aller faire le Mont Blanc, parce que j'ai su là-bas qu'il y avait énormément de déchets. Donc bon, là c'est un pourparler avec moi-même, dans ma tête, c'est dans les tuyaux. Donc, mais oui, j'ai vraiment envie de me donner à fond. Bon, en tout cas, vous nous raconterez, Florian, si au-delà du fait qu'ils disparaissent, ces glaciers, on les retrouve un peu aussi dans un sale état avec quelques déchets dessus. C'est peut-être un petit peu le risque. Vous avez parlé du fait de partager ce périple avec votre communauté sur les réseaux, avec les autres éco-aventuriers aussi. Oui, c'est super sympa d'être dans une équipe d'éco-aventuriers. On est un groupe, on a chacun nos aventures différentes, chacun nos thématiques qui sont très différentes. Mais je trouve que ça donne plus de valeur à l'équipe d'avoir vraiment chacun son domaine. On va pouvoir partager à nos communautés, à nos publics différents sur des thématiques qui sont toutes variées, mais tous axées sur l'écologie, le changement climatique. Donc c'est sympa. Vous avez participé mi-mars avec d'ailleurs Patrick aux États généraux Sport Planète qui se sont tenus à Lyon. Le sujet c'était la décarbonation des stades et surtout la volonté finalement de rendre un petit peu plus écologique les grands événements. Vous avez échangé ensemble, qu'est-ce que vous retenez de ce moment? Ouais, c'était intéressant, je trouvais déjà de rencontrer un peu tout le monde parce qu'il y avait un joli public qui était réuni, des spécialistes, des experts. Et les discussions étaient intéressantes sur vraiment voir en fait qu'est-ce qui pollue le plus quand on fait une grande manifestation sportive, dans un stade notamment, ce qui est le transport et la nourriture, mais largement le transport. Largement le transport. Forcément, quand on organise des tournois, Patrick, ça doit... Alors, ce n'est pas encore de grands événements, Exact Cup, mais on y viendra dans un instant, ça a pris de l'ampleur quand même. Absolument. Vous avez appris beaucoup de choses à Lyon sur ces États généraux. Oui, c'était très intéressant. Comme disait Florian, c'est que le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, parce que je ne le connaissais pas, on s'est croisés là-bas, de confronter aussi des points de vue, de voir que le sujet, même si les sujets de progression sont identifiés, l'articulation qu'il y a entre tous les sujets est loin d'être simple, et de regarder aussi quels sont les différents leviers qui peuvent être activés, et que même si la tâche est énorme, ce qui est important, je trouve, de connaître, d'être conscient, c'est que chacun a moyen de faire un tout petit peu. Voilà. Et si chacun déjà fait un tout petit peu, collectivement, on arrive à faire des choses. On arrivera effectivement à faire beaucoup. Voilà, il y a eu la présentation du rapport Décarbonons les stades avec The Shift Project et il y aura un rapport final qui sera publié début juillet. Avant de vous donner un petit peu plus longuement la parole, Ludovic et Patrick, voici les infos en bref de Sport Planète. Elle a commencé le 20 mars dernier. La Grande Collecte du Sport est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Grande Cause nationale 2024. Jusqu'au 30 avril, vous pouvez redonner vie à vos anciens skis, skates ou autres vieux ballons. Plus de 2024 points de collecte partout en France vous attendent. L'objectif, c'est de ramasser au moins 2400 tonnes de matériel de sport, soit l'équivalent de 240 000 vélos, 8 millions de raquettes de tennis ou encore 4 millions de ballons de basket. Une fois récupérés, ces équipements seront soit donnés à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, soit réparés, soit recyclés.
The Transat CIC s'élancera le 28 avril de Lorient en direction de New York. 48 bateaux de différentes tailles seront au départ. Et un de plus sera en démonstration, un voilier cargo, pour mettre en lumière de nouvelles solutions de transport maritime décarboné. Cette transatlantique, particulièrement exigeante, est la plus ancienne de toutes, mais elle se tourne vers demain. Elle s'impose comme un événement laboratoire au service de la promotion du transport vélique. Une grande exposition sera d'ailleurs à retrouver sur le village de la course dès le 23 avril prochain. Il est l'heure maintenant de terminer ce 20e numéro avec notre Zoom Éco. Et effectivement, ce mois-ci, on a décidé de rembobiner un petit peu le film. 20e émission, je vous le dis depuis le début, de Sport Planète. Plus de 60 invités se sont succédés sur ce plateau et on s'est dit qu'on avait envie de vous donner quelques nouvelles. On est très heureux tout d'abord d'accueillir donc Patrick Vatrin, co-organisateur de la Mego Cup Sport Planète, ancien vice-président de The Sea Cleaners et responsable du pôle écologique de l'Exa-Cup. On avait reçu Guillaume Cascara il y a quelques temps dans cette émission. Et puis Ludovic Francéchet, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Ludovic Lesboueurs. On aurait rêvé vous recevoir il y a quelques émissions, mais vous étiez au fond de votre lit. Donc on va terminer avec vous. Vous avez notamment remporté le prix Ulule Maïf Sport Planète. On y viendra dans quelques instants. Patrick, l'Exa Cup, c'est ce tournoi de foot éco-responsable, accessible à tous les jeunes. Guillaume Cascara était venu en septembre 2022 lors de la 5e émission. Ça date un peu désormais. Alors que devient Exa Cup 18 mois plus tard? L'Exa Cup, en fait, c'est une petite association qui a grossi et qui va continuer à grossir, puisque à l'époque, quand vous aviez reçu Guillaume, l'association avait 2 ans. Il y avait 2000 joueurs. Et aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, en 2024, il y a 30 000 joueurs partout en France. 2022, c'était très régional, très Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Très bordelais. Très bordelais, pour aller encore plus petit, très bordelais. Et aujourd'hui, c'est 58 villes. 2022, c'était le foot. Aujourd'hui, c'est aussi le basket. Donc voilà, l'association grossit de par le nombre de joueurs, mais elle grossit aussi de par sa volonté d'engager les jeunes dans la pratique responsable de leur sport. Et moi, en fait, j'ai connu Exa Cup quand j'étais Sea Cleaners. On a commencé à travailler ensemble. J'ai trouvé dès le départ qu'ils avaient quelque chose de différent au niveau de la façon de faire, au niveau de l'idée, de dire c'est gratuit à condition que, entre guillemets, vous participiez à une action. Et aujourd'hui, en fait, on les emmène plus loin. Non seulement participer à une action pendant le tournoi, mais aussi devenez acteur, vous, le tournoi terminé, de changements qui doivent être opérés dans votre ville, votre club, votre famille, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de créer des ambassadeurs et aussi de créer le lien avec les associations qui nous accompagnent dans la Mego Cup. Voilà, on va en parler de la Mego Cup, mais sur cette Exa Cup, il y aura 2 finales au mois de juin, foot et basket 3-3. Donc voilà, parce qu'on va conclure ce tournoi à un moment donné, effectivement. Alors le lien avec cette Mego Cup Sport Planète qui aura lieu le 6 avril dans 16 villes de France. Oui. Donc l'idée en fait est née il y a 3 ans. Et en fait, ce qui se passe là cette année, ce n'est que la continuité de ce qu'on a mis en place sur les 2-3 dernières années. L'année dernière, on avait fait à l'époque j'étais de l'autre côté, c'était Sea Cleaners, et on avait fait un ramassage sur 8 villes. On avait collecté 300 000 mégots. Donc on a vu ce qui fonctionnait, on a appris de nos erreurs. Et pour aujourd'hui, en fait, développer une action qui va être beaucoup plus grosse, puisqu'elle va être sur 16 villes, comme vous le disiez. Elle va réunir plus de 2500 jeunes, inscrits à l'Exa Cup, mais pas que, puisqu'on on invite toute la jeunesse. Et l'objectif, c'est de collecter plus de 2 millions de mégots. Et alors, 2 millions de mégots, bon, ça ne parle pas forcément, mais quand on sait que un mégot, ça fait beaucoup. On a l'impression quand même, le chiffre fait un peu... Ça fait quand même du volume. Ouais. Mais quand on sait, quand on a conscience qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, pour faire un rapport avec les JO, ces 2 millions de mégots, c'est le volume de 400 piscines olympiques qui ne sera pas pollué. Parce que donc ça a son importance. Vous les avez ramassés. Ludovic, des mégots, c'est ce qu'on ramasse le plus dans la rue? C'est horrible. Et juste, j'ai un petit chiffre à vous donner. À Paris, par exemple, on ramasse tous les jours plus de 1 million de mégots par jour. C'est impressionnant. Donc, soit les machines ou que ce soit nous, les balayeurs. C'est affolant.
Je ne sais pas où on va, mais on va droit dans le mur avec ces mégots-là. Donc il faut vraiment agir tout de suite. Et merci de faire ça. Moi, pendant mon tour Franche-Comté, par exemple, nous avons ramassé 31 000 mégots. C'est incroyable. C'est soi-disant, en Franche-Comté, c'était soi-disant des villes propres. Voilà, 31 000 mégots on a ramassé, et encore, on n'a pas tout ramassé. Et encore, on n'a pas tout ramassé. Ludovic, qui est donc éboueur pour la ville de Paris, mais qui fait tellement d'autres choses. On avait, quand on avait diffusé votre portrait, parlé de ce périple entre Paris et Marseille à pied pour ramasser les déchets. Ludovic, vous êtes suivi par 300 000 personnes sur TikTok. Mais c'est un truc incroyable. Alors ça a monté maintenant. Ah pardon, mes chiffres ne sont pas à jour. Non, parce qu'avec Instagram, maintenant je suis passé à 400 000 abonnés en tout. Et c'est incroyable. Je ne pensais pas que moi, petit balayeur que je suis, à être suivi avec autant de gens. Et c'est formidable parce que le message pour moi, il est en train de passer. Et pour moi, un abonné, c'est une personne sensibilisée. Donc ça continue. C'est important. Parce que comme je le dis, moi je suis éphémère. Mais le message, lui, il faut qu'il soit éternel. Et on va tout faire pour ça. La marque de fabrique, c'est le bob, toujours. Et les couleurs, non? Beaucoup de couleurs, oui, beaucoup de bob. Alors pourquoi le bob? Simplement parce qu'on m'appelle le Coluche de la propreté avec ma salopette et Coluche restera Coluche. Donc moi, j'ai rajouté le bob parce que c'est moi. Voilà, parce qu'il fallait il fallait se différencier, effectivement. Ce Paris-Marseille que vous avez effectué, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce qu'il y a effectivement un peu de colère de voir tout ce qui traîne sur la route ou une expérience quand même extrêmement enrichissante? Alors, c'est une expérience humaine, bien évidemment, c'est affolant. Le constat est terrible. Hein. Franchement, on a ramassé 15 tonnes de déchets sur un seul côté. Donc, plus tout ce qu'on n'a pas ramassé, parce qu'on n'a pas pu, il fallait qu'on avance, et tout ce qu'on n'a pas vu. On a rencontré les élus, donc moi j'ai ramené le sujet des déchets sur leur table. Ils me disaient, ma ville est propre, tenez. Donc, il y a un esprit de conscience, justement, qui après tout ça. Et on a rencontré des associations. Et un souvenir incroyable, c'était au circuit de Manincourt, sur la Nationale 7. Et il y a une dame qui me reconnaît, on était passé dans le journal local, et elle s'arrête, elle me dit, Ludo, est-ce que je peux venir avec mes enfants pour passer la journée avec vous, pour ramasser les déchets? Ils sont venus, on a passé la journée ensemble, on a ramassé les déchets dans la bonne humeur, et maintenant, ils refont ça tout le temps. Et c'était le but du Paris-Marseille, c'est de rencontrer des gens qui reproduisent la même chose. Bon, prochaine étape, on va en parler dans un instant, mais il y aura peut-être un petit moment avec Florian sur les glaciers, des mégots de l'autre côté, hein, le 6 avril, on ne sait jamais. Le prochain challenge, justement, il est déjà en cours. Je dis prochain, mais ouais. Ça a déjà commencé. Oui, alors il est déjà en cours, c'est le Tour de France des régions, et on a déjà fait la Franche-Comté. Donc la Franche-Comté, on a ramassé 301 kilos de déchets, plus de 900 canettes, plus de 460 bouteilles en plastique. Et on a sensibilisé beaucoup de monde, c'est ça le but. Et là, on prépare la Bretagne. Et bien évidemment, j'en profite parce qu'on cherche des sponsors pour la Bretagne. Donc c'est hyper important parce qu'on est tous et toutes concernés. Parce qu'on est tous des producteurs de déchets, donc il faut qu'on agisse tous ensemble, main dans la main. Voilà. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, Ludovic fait tout ça sur son temps personnel, hein, sur ses vacances, sur son temps libre. Donc effectivement, c'est une initiative qui se félicite aussi. Est-ce que tous ces déchets aujourd'hui, on a l'impression qu'on a tous conscience qu'un papier, on ne le met pas par terre, on le met dans la poubelle. Comment on explique qu'il y en ait autant? Alors il y a beaucoup d'emballages, hein, il y a énormément d'emballages. Il y a trop d'emballages. Exactement, il faut privilégier le vrac. Et c'est affolant parce qu'on nous dit aussi, moi je l'entends régulièrement, on va jeter le déchet devant nous, on nous dit vous êtes payés à rien foutre, donc vous êtes là pour ramasser nos déchets. C'est affolant. Vous entendez ça? Oui, la mentalité des gens, il y a ça qu'il faut changer en fait. C'est un gros travail. Alors, ça va être le plus dur ça. Hein. Exactement. Je vais aussi dans les écoles pour pouvoir sensibiliser sur le métier, sur le jeter à la poubelle tout simplement. Ils sont un peu plus sensibles, les enfants, aujourd'hui, non? Ça dépend, mais ils sont beaucoup plus réactifs. Oui. Alors, des fois, je souille les salles pour voir leur réaction. Ils ramassent les déchets, ils les mettent dans la bonne poubelle, contrairement à d'autres. Oui, c'est vrai. Ils ont l'habitude du tri aussi, effectivement. Merci en tout cas de vos témoignages. On est heureux de vous avoir retrouvé. On va terminer cette émission en vous donnant des nouvelles de 3 coups de cœur. Alors, nous en voulez pas si on ne peut pas reparler de tout le monde, mais il y avait 3 projets qui nous avaient particulièrement marqués. Le premier, c'est celui de Simon Meuchler. Il était sur ce plateau en novembre 2022, co-créateur de Rebond,
une entreprise qui fabrique des ballons de foot en matière végétale à base d'huile de soja, conçue et fabriquée en Loire-Atlantique. On revient avec lui un instant sur la conception de ces ballons et puis je vous dirai après ce qu'il est devenu. Le ballon, de base, c'est un produit qui est multimatière. Donc qui dit multimatière, surtout dans l'assemblage de production, les matières fusionnent, veut dire non recyclable, donc un déchet. Alors nous, on a travaillé avec ce prisme de fin de cycle de vie du produit. Comment est-ce qu'on peut rendre le ballon recyclable? Et pour ça, il fallait se rapprocher d'un monomatière, d'un produit monomatière. Et du coup, ça voulait dire réinventer la manière de faire du ballon dans les matières utilisées. Et tant qu'à faire, on s'est éloigné des énergies fossiles, puisqu'aujourd'hui, comme vous le disiez, le ballon, en fait, c'est du plastique. On parle souvent de ballon en simili-cuir. C'est un beau terme pour dire que le ballon, c'est soit du PVC, soit du PU, donc du plastique. Nous, la manière dont on le travaille, c'est avec des énergies qui viennent de la biomasse. Donc, on parle de matériaux biosourcés. Pour s'éloigner des énergies fossiles, en fait, on utilise, pour faire un raccourci et l'expliquer facilement, on utilise des résidus de matière organique et végétale, déjà créés par la planète. Est-ce que vous l'avez reconnu, Simon? Vous l'avez pas reconnu? Simon, il avait participé à l'émission Qui veut être mon associé chez nos confrères d'une grande chaîne concurrente. Mais ça lui a fait un coup de boost incroyable. Il avait déjà un prestigieux actionnaire. Vous avez reconnu Djibril Cissé à ses côtés. Il a désormais de nouveaux associés, l'investisseur Anthony Bourbon et le basketteur Tony Parker. Donc voilà, sa petite entreprise aujourd'hui décolle. Et il nous avait, je me souviens, apporté ces ballons. Ils sont juste incroyables, à la fois éco-responsables et en plus très très beaux à voir. On n'a presque pas envie de jouer avec pour l'Exacup. C'est peut-être un peu juste. En octobre 2023, 16e émission, notre invitée, c'était Camille Amar, fondatrice de la start-up Manita en 2019, une association qui voulait rendre accessible le football aux jeunes femmes, le tout en protégeant la planète. On écoute Camille. Alors cet engagement éco-responsable, c'est passé par plusieurs choses. Voilà, nous, on n'est pas du tout à la base un acteur du sport responsable, mais c'est des considérations que moi j'ai à titre personnel, sur lesquelles je suis contente de pouvoir agir avec Manita. Donc en fait, c'était aussi un challenge pour nous et pour moi personnellement de créer un événement qui serait vraiment en accord avec l'engagement qu'on avait. Donc on a appris aussi en créant cet événement. L'engagement éco-responsable, c'est notamment sur l'affichage. Sur l'affichage, on va faire un affichage qui va être déjà dans des matériaux qui vont pas bousiller notre environnement. On va faire un affichage qui est non daté pour pouvoir être réutilisé. La nourriture, on a opté pour un buffet végétarien, entièrement végétarien. L'objectif, c'est forcément, on le sait, la viande, c'est vraiment un vrai sujet écologique. Donc nous, on a vraiment fait ce choix-là. Sur les déchets, donc on était sur de l'éco-cup, de la vaisselle réutilisable, etc. Voilà, notre objectif, c'était vraiment d'inscrire l'événement dans une démarche écologique. Et on a fait aussi intervenir des acteurs de l'écologie pour pouvoir sensibiliser les personnes qui étaient présentes au sujet du sport responsable et de comment, tout en gardant ce côté positif et hyper dynamique d'un événement sportif, on pouvait quand même éviter de bousiller notre planète. Il faudrait peut-être se parler avec Exacup. Exacup et Manita. En tout cas, Manita veut d'abord amener les jeunes femmes au foot. Manita a depuis fait son chemin et a remporté un certain nombre de récompenses, déjà de la part de Sportsora, l'organisation qui rassemble les sponsors du sport, puisque Manita a remporté le trophée d'argent dans la catégorie innovation. Et on salue également cette victoire sur le prix de l'entrepreneuriat féminin dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, un grand bravo à Camille et à toute son équipe. Et puis pour terminer cette 20e émission, on va revenir sur la toute première. On vous avait parlé de l'éco-trail avec Justine Biro qui était notre invitée en avril 2022. Elle nous avait présenté la course qui était déjà innovante en matière d'éco-responsabilité des événements sportifs et elle nous l'avait dit, ce qui va être le plus dur maintenant, et ça rejoint un petit peu ce que disait Ludovic il y a quelques instants, c'est qu'il faut faire aussi changer les comportements des trailers. On l'écoute et je vous dirai après comment ça a évolué. Est-ce que les trailers, ils ont changé leur comportement? Je ne sais pas, on voit que ça évolue. Mais en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'organisateur éco-responsable, c'est de pouvoir transmettre des bonnes pratiques et sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux climatiques. Donc réunir 13 000 personnes, il faut que ça serve à quelque chose. Et pour nous, c'est sensibiliser. On sent qu'ils s'impliquent beaucoup. Enfin, on les a vus dans ce sujet. Ils trient et ils sont plutôt contents justement qu'il y ait tout ça. Ils s'impliquent beaucoup plus qu'avant finalement.
En tout cas, on leur donne l'opportunité de le faire et on peut avoir des retours de gens qui nous disent ah bah c'est vrai, il n'y a pas de bananes parce que c'est pas écologique d'avoir des bananes. Ma peau d'orange, je l'ai mise dans le bac de compost et j'y avais pas pensé avant. Et finalement, ça m'a donné envie chez moi de faire quelque chose et de m'engager. Et ça, c'est notre réussite si les coureurs peuvent partir avec ça en tête. Et voilà, et on s'intéresse à ces coureurs. Hein. La dernière édition de l'Eco-Trail a eu lieu à la mi-mars. Il y avait un village Sport Planète, évidemment, sur cette course. Pour la 4e année consécutive, pas de t-shirt finisher, toujours pas. Une médaille en bois de qualité Made in France. Mais l'innovation cette année, pour quand même qu'il y ait un petit souvenir, parce qu'on aime bien courir avec quand même un t-shirt avec le nom de la course à laquelle on a participé, les organisateurs ont dit aux participants, ok, vous venez avec votre t-shirt préféré et dessus, on vous fera un marquage Eco-Trail Finisher 2024, évidemment avec un marquage éco-responsable, mais ainsi aucun nouveau t-shirt n'a été produit et finalement, eh bien, les trailers, les finishers ont été ravis. Donc voilà, on évolue chaque année de plus en plus. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Vous nous ferez un petit post TikTok, hein, Ludovic, pour qu'on fasse décoller encore plus Sport Planète. Hein. Vous n'hésiterez pas. Bon périple sur les glaciers pyrénéens. Très bonne Mego Cup à vous. Et puis un très très bon lancement pour les t-shirts de la marque Technifibre. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous suivre chaque mois depuis 2 ans. Je ne terminerai pas cette 2e saison sans remercier et saluer le travail incroyable de toutes les équipes de Sport en France et plus précisément de Lucien Jarran. Merci à tous et à très bientôt.